C'est dur, tu sais, on parlait de recruter tantôt puis de former des gens. Bon, c'est sûr qu'il y a un facteur longévité. On se considère comme extrêmement chanceux puis on met les efforts pour garder notre monde. Mais ça reste que tu as quelqu'un qui embarque, il faut que tu lui donnes les outils pour réussir. Tu peux pas assumer qu'il va rentrer sur le plancher de vente ou en arrière au service puis que tout va bien aller du jour 1. Il faut l'encadrer, il faut que tu lui montres comment tu fonctionnes, c'est quoi ta culture. Tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Balado Automédia. Mon nom est JF Breton, très content d'être ici avec vous encore une fois aujourd'hui pour un épisode qui promet d'être très intéressant. Avec moi, Bertrand Couvrette, un de nos précieux collaborateurs qu'on va avoir la chance qu'on va avoir la chance de voir à l'épisode, à l'émission plutôt de façon assez régulière tout au long de l'année. Bertrand, pour ceux qui te connaîtraient pas, les 2-3 personnes dans l'industrie qui n'auraient pas encore entendu parler de toi, VP Vente chez AutoAlert, un homme de carrière dans l'automobile. On pourrait dire un vétéran. Un vétéran, oui, OK. Un homme de carrière, j'aime mieux, mais toujours travaillé dans l'automobile, effectivement. Puis c'est une des raisons que je suis ici aussi, parce que je suis passionné de l'automobile, passionné de l'industrie, passionné des gens qui travaillent dedans. Excellent. Puis justement, pour cet épisode aujourd'hui, on a la chance de recevoir Guillaume Girard. Salut Guillaume. Salut, merci de me recevoir. Merci d'être là. Guillaume, dans le fond, qui est nouvellement directeur général chez Girard Chrysler. Exactement. Premier mois complété officiellement, donc ça va bien. Hey, félicitations, by the way. Merci beaucoup, merci. Et merci de te joindre à nous aujourd'hui. Ça va être une discussion, ma foi, très intéressante où est-ce qu'on va aller parler de l'industrie en général. On va aller parler de ta réalité d'opérateur aussi au niveau de la concession Girard Chrysler et un peu de ton... aller chercher un peu ton coup d'œil là, sur l'état des choses dans l'industrie de l'automobile et ce qui s'en vient aussi dans les prochains mois, les prochaines années. Les challenges qui t'attendent. On va avoir des bonnes discussions, je pense. Je pense que oui. Fait que Bertrand, je te passe la parole puisque merci. Tu connaissais déjà Guillaume. Vous connaissez déjà un petit peu, right? Ben, on a eu la chance de se rencontrer, ça fait quoi, 6-8 mois qu'on a eu des meetings ensemble. Qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Puis c'est un peu là que je me suis... quand on parlait de qui inviter aujourd'hui, une des premières personnes à qui j'ai pensé, c'était Guillaume, pour une couple de raisons qu'on va couvrir un peu aujourd'hui, mais parce que c'est un opérateur unique, right? C'est une concession familiale, puis ça me parle beaucoup. Aussi, la marque, l'endroit que tu es proche de Montréal, le parcours que tu as eu aussi, qui est un petit peu atypique, des Taylor Kids comme moi, ou des gens qui ont été élevés dans l'industrie, qui travaillent dans l'industrie maintenant. Puis je veux parler de ça un petit peu aussi, évidemment. C'est une des raisons qu'on t'a invité. Fait que merci d'être ici aujourd'hui. Puis on peut peut-être commencer un petit peu. Je veux évidemment faire le parcours de Guillaume. Parler un petit peu parle-moi un peu de ton cheminement scolaire, parce qu'il y a des couples de choses que j'ai vues, mais tu es allé chez Parsons à New York. Je veux te parler de ça. Tu as fait des études avancées en comptabilité, je pense. Tu as un bac en comptabilité. Est-ce que tu voulais être comptable au début? Est-ce que c'est ça c'était quoi ton... C'est quoi ton... c'est très bouquin artistique, à design? C'est quoi le... Ça a été un drôle de parcours au sens où j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'automobile, d'aussi loin que je me rappelle, mais mon père m'a toujours dit, Guillaume, va apprendre autre chose, va pas te spécialiser là-dedans dès le départ, va voir d'autres affaires, puis si jamais tu veux, puis ça t'intéresse, ben tu reviendras, puis on fera un bout de chemin ensemble. C'est un peu ce que j'ai fait. Fait que j'ai été à McGill. J'ai toujours su que je voulais être en affaires. À partir de là, est-ce que c'était dans l'automobile ou dans autre chose? Je savais plus ou moins. Puis, en rentrant à l'université, tu rentres 17-18 ans, tu sais pas trop ce que tu veux. Fait que je me suis dit, comptabilité, ça ouvre toutes les portes. C'est un peu comme faire ses sciences nature au secondaire. Je me suis dit, on va y aller, je vais prendre comptabilité, puis je verrai après. J'ai beaucoup appris, ça a été super formateur. C'est l'expérience que j'utilise dans mon quotidien, je dirais pas mal tous les jours. Puis, tu sais, ça a bien été, mais j'ai fait 4 mois de stage en cabinet comptable. Et voilà. Ça m'a fait réaliser que je n'étais pas fait pour faire ça comme profession. J'avais une concentration en marketing à McGill aussi. Puis ça, je trippais vraiment. Tu sais, tout ce qui était publicité, au niveau branding, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui m'allumait. Fait qu'il y a un certain point où j'ai décidé, j'aimerais ça peut-être poursuivre une carrière là-dedans. J'ai été chanceux parce que j'avais un contact dans cette industrie-là en publicité
chez Publicis, qui était aussi l'agence de mon manufacturier à l'époque. Ça m'a permis de commencer là-bas. J'ai fait... T'étais-tu sur Stellantis aussi? Non, j'ai eu droit à un... Ça avait été drôle. J'ai eu droit à un sévère meeting avec les RH comme quoi j'avais pas le droit de leaker des programmes à mon père en fonction, parce qu'eux ont toujours les programmes 1 ou 2 journées d'avance. Mettons que j'ai eu droit à un beau petit pep talk avec les RH quand je suis rentré. Est-ce que tu peux signer ici, s'il vous plaît? C'est ça, tu as une entente de confidentialité bien important. Fait que c'est ça, donc j'ai travaillé sur du L'Oréal pendant 3 ans. Ça a été intense parce que c'est un très, très gros client national qui est René de Montréal. Donc, ça a été vraiment super formateur. J'ai appris dans le chaos et les gros projets, les gros budgets aussi. Fait que ça a été super le fun. Au bout de 3 ans, Cossette sont venus me chercher pour travailler sur des mandats plus en branding, en design puis en image de marque. Fait que ça a été ça mon parcours. Pendant ce temps-là, moi, j'avais décidé d'appliquer sur une maîtrise à New York à l'école de design Parsons, qui est c'est un programme qui s'appelle Strategic Design and Management. Fait que c'est les techniques du design centrées sur l'humain appliquées au domaine des affaires. Fait que comment tout ce qui s'appelle Human-Centered Design, tout ce qui s'appelle Design Thinking. Donc vraiment créer des solutions, des produits, des business, des processus qui sont faits pour les humains. Puis comment est-ce qu'on crée quelque chose qui est pertinent pour l'usager, non pas juste pour la business. Parce que des fois, quand on se perd un peu puis qu'on se parle à nous-mêmes en tant qu'entreprise, c'est là où est-ce que ça marche pas parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que le client veut. Fait que ça a été ça, ce programme-là, 2 ans de temps que j'ai fait à distance. OK, tu l'as fait à distance parce que je voulais savoir si tu étais allé à New York pour 2 ans. Ou... en fait, je l'ai fait à distance avant que ce soit cool de faire des choses à distance. C'est ça! Toujours un innovateur, J'ai gradué en temps de pandémie, mais le début du programme, c'était vraiment fait pour des gens qui travaillent à temps plein. Fait que c'était des gens qui étaient un petit peu partout dans le monde. Fait que j'avais des gens dans ma cohorte qui étaient en Chine, en Corée, en Australie, aux États-Unis aussi. Puis on se regroupait dans le fond 2 fois par année à New York pour faire des départs, démarrages de projets. Puis partir tout ça, puis après ça, on repartait chacun dans notre coin de pays, puis on travaillait à distance pour justement faire des cours, des projets concrets sur des vrais clients aussi. Fait que ça a été une belle expérience. J'ai été chanceux parce que Cossette, chez qui je travaillais à l'époque, m'a beaucoup supporté là-dedans pour me donner la chance d'avoir du temps pour faire ça, de me déplacer sans me pénaliser ou quoi que ce soit. Fait que ça a été superbe expérience. J'ai plusieurs collègues justement de ça que je revois encore. Puis c'est un peu ce qui a inspiré mon transfert, en fait, en concession, parce qu'il y a un moment où je me suis dit... Oui, parce que c'est tout récent. Tu as fait ça en 2020 à 2022, style. Oui, exactement. Fait que pendant le pic de la COVID, c'est là qu'on a pris la décision et tout. Je me suis dit, écoute, j'ai toujours ça en arrière de la tête qui me dit, j'aimerais ça revenir avoir ma propre business. Puis mon père veut pas, la retraite commençait à approcher. Il a passé 60 ans. Il se dit, OK, ça va être quoi la suite? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'il y a une succession familiale qui se met en place? Moi, à ce moment-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un mandat de consultation en design thinking sur les opérations, le marketing de la concession, pour voir si c'était quelque chose qui m'intéressait toujours pour avoir un meilleur portrait de ce qui se passe concrètement dans une concession. Fait que pendant 3 mois, on faisait une visite par mois, des rencontres, des ateliers de travail avec mon père, son DG à l'époque. Sur ta concession. Fait que tu as appliqué le processus sur ta concession familiale. Fait intéressant, ça. On va libérer une 2e heure de l'émission parce que je veux tout savoir de ça. Non, mais c'est grave. J'ai une couple de questions là-dessus après, mais c'est intéressant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un espèce de mandat de consultation interne avec mon père, son DG, nos directeurs des ventes qui étaient en place depuis la COVID. Puis à ce point-là, j'ai décidé, je me monte un plan d'affaires, je rencontre mon père, puis je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Je veux prendre la relève. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est assis aussi avec le DG qui était là à ce moment-là. On a monté un plan de développement sur 2 ans où est-ce que j'ai gravité par l'ensemble des départements de la concession pour, apprendre comment ça fonctionne, parce que c'est une chose de consulter de l'externe, c'est autre chose de le vivre puis de l'opérer en soi. Fait que j'ai commencé aux pièces, placer des bottes, sortir des commandes pour des manifolds sur des rames. Merveilleux à piquer des pièces. Ça a été... super, on est parti là. Puis après ça, j'ai fait pas mal tous les postes au niveau du service, aviseur, relance,
contrôle l'atelier. J'ai juste pas fait de changement d'huile, puis je pense pas que personne n'aurait voulu ça. On va se le dire, non, mais personne n'aurait voulu ça. Tout en votre honneur d'avoir pris l'expérience que tu as acquis dans tes études, right? Parce que moi, ce qui sort de ça, c'est processus. Les dealers ont le plus gros challenge qu'ils ont dans l'industrie, c'est d'appliquer et de soutenir des processus dans leur journalier, là, tous les jours, d'avoir ce background-là, de vouloir chercher cette structure-là, puis d'avoir cette approche-là sur chacune de tes démarches, qui a été d'approcher ton père avec un plan d'affaires, de préparer les 2 prochaines années de où est-ce qu'on s'en va, puis après ça, ben, de prendre le temps, bravo, de piquer des pièces, de nettoyer le plancher, pas juste pas parce que c'est, mais de travailler au service, de travailler aux pièces, de travailler aux ventes, de savoir de quoi tes employés te parlent, c'est essentiel. Tu peux pas faire ça autrement. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec la concession familiale, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, quand un concessionnaire me parle de ses opérations, je suis capable de dire non, ces pièces-là vont pas là, ils vont en arrière, puis tout ça, ou ton service devrait faire ça parce qu'on a travaillé dedans. Puis que ce soit pour 3 mois ou 3 ans, quand tu l'as compris, l'expérience vient après aussi, mais quand tu as compris l'opération, là, tu peux l'appliquer à tes employés, puis tu peux avoir du bon sens dans ce que tu fais avec ta concession. Puis, tu sais, le cycle était tellement rapide parce qu'on savait que c'était un 2 ans entre le moment où je rentrais puis le moment où je reprenais la direction générale. Il y avait aussi un volet crédibilité là-dedans où est-ce que on voulait pas que je rentre, que je sois le fils à papa qui se fait donner un titre, un titre bidon, un peu vide de sens, puis qui sait pas vraiment de quoi il parle ou de comment ça marche. L'idée, c'était vraiment de se dire, ben, tu vas le vivre, tu vas montrer aux gens de quel bois tu te chauffes, puis à partir de là, si ça fait pas, ben, on va avoir des conversations qui seront peut-être moins le fun à dire, ben, je pense pas que tu as ce qu'il faut pour opérer une concession. Puis parlons de ça vite. Une de mes questions, c'était justement comment tes employés t'ont accueilli. Ça l'a dû aider à cette intégration-là, ce processus-là. C'est sûr que ça... Justement, l'employé qui te voit arriver ton premier matin, puis que tu n'es pas assis à côté du bureau de ton père, tu es aux pièces en train de travailler au comptoir ou d'épauler quelqu'un au service. Ça a déjà aidé un petit peu aussi à... C'est sûr que ça a aidé, puis je pense que ça a aidé que j'ai bien fait les choses aussi, puis ça s'est bien passé. Si ça avait mal été, puis que j'avais eu un peu les 2 pieds dans la même bottine... Bon, les conversations seraient différentes encore une fois, mais je pense que ça a été bien. Je pense que ça a été bien dans le sens où est-ce que si ça avait été une situation de vente, ben c'est sûr qu'il y a du changement. Il y a n'importe qui rachète une entreprise va vouloir amener sa sauce, son équipe, ses gens. Fait que surtout pour des gens qui sont là depuis un certain temps, ben ça vient avec un lot d'inquiétudes, tandis que là, ben ça a amené une certaine continuité de dire... Oui, parce que vous avez beaucoup d'employés de longue date chez vous. Hein? Énormément. On regarde tant dans l'atelier que sur le plancher de vente. Puis ton DG, ça faisait 20 ans qu'il 20 ans, lui. En fait, René, lui, ça a fait 20 ans jour pour jour la journée de sa retraite. Fait que lui, il a commencé le 3 mars 2003, 3 mars 2023. Super. Fait que c'est ça, beaucoup de gens que ça fait longtemps qu'ils sont avec nous parce que justement, on est une concession, approche très familiale, on croit beaucoup à faire grandir nos gens, fait que les gens nous font confiance, veulent rester avec nous autres au fil du temps aussi. Là. Je vais prendre la balle au bon. Allons-y un petit peu dans ce sujet-là des concessions qui sont justement familiales, qui sont opérées en single store, donc en magasin unique. Parle-moi un peu justement de cette dynamique-là. Comment tu perçois les avantages, les inconvénients aussi? C'est quoi les forces et les faiblesses du fait d'avoir un concessionnaire unique versus le faire partie d'un grand groupe, là, par exemple? C'est sûr qu'en groupe, il y a des économies d'échelle qui s'opèrent. On est capable de centraliser des postes plus névralgiques puis d'avoir des gens qui sont dédiés à certaines choses parce qu'on a une masse critique. Je vais penser, mettons, au RH, par exemple, où est-ce que, justement, tu peux avoir quelqu'un qui est spécialisé en RH qui va juste faire ça en dehors de ton contrôleur financier, comme chez nous, par exemple, où est-ce que ton contrôleur porte plusieurs chapeaux, moi je porte plusieurs chapeaux. Il y a une flexibilité qui est plaisante avec d'avoir un single store parce que tu dis, ben, je suis capable d'opérer, je suis capable d'un petit peu tout faire, je touche à tout, mais ça vient aussi avec des horaires qui sont peut-être plus chargés pour certaines personnes puis des définitions de tâches qui sont peut-être plus flexibles. À l'inverse, justement, dans un groupe, il y a cette facilité-là à dire, ben, j'ai une personne dédiée à juste gérer mes RH, faire mes job postings, s'assurer que justement, on recrute, on promouvoit, on travaille sur de la marque employeur pour attirer des talents. Ça, c'est sûr qu'il y a de quoi de très bénéfique là-dedans. Mais c'est un défi avec lequel on compose un peu plus en étant un seul emplacement. Là.
OK. Je pense qu'il y a un certain avantage de proximité aussi, right? Portant plusieurs chapeaux, oui, il faut être fait pour être capable d'absorber cette tâche-là puis d'être bon à le faire. Mais de l'autre côté, je pense que tu as aussi... moi, ce que je vois souvent quand je rencontre des groupes, c'est qu'il y a une certaine dissolution. Tu sais, ça devient un peu corporatif, où est-ce qu'il y a plusieurs échelles pour prendre des décisions. Les gens veulent moins prendre de décisions. Fait que ça devient un petit peu dilué comme gestion, souvent, où il n'y en a pas. Right? Un groupe qui a 6, 8, 10 concessions, puis qui n'a pas d'équipe régionale, d'équipe de soutien pour ces groupes-là, qui a juste des directeurs généraux, puis un VP. Tu sais? Fait que souvent, ça peut être un challenge, ça aussi. Ouais, ben ça dépend. Justement, comme un groupe, si le groupe est bien intégré, il y a des belles affaires qui peuvent se faire. Si sont toutes gérées comme des emplacements uniques qui relèvent d'une même personne qui est propriétaire, là, ça devient plus difficile parce que les économies d'échelle qu'on parlait, on les a pas à ce moment-là. C'est sûr que chez nous, le fait d'avoir un seul emplacement, il y a ça aussi. Il n'y a personne qui est gêné de rentrer dans mon bureau ou dans le bureau de mon père puis de venir nous piquer une jasette parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis c'est quelque chose qu'on veut aussi. Le côté humain, ça reste qu'on est tous des êtres humains à l'extérieur de notre cadre de travailleurs. Puis on fait souvent des blagues avec ça, mais on passe plus de temps que nos collègues de travail qu'avec nos blondes puis nos familles. Effectivement. Fait que si on s'entend pas bien avec les êtres humains derrière ça, le temps risque d'être long. Fait qu'on essaie de toujours garder cette approche humaine-là, qui peut se perdre un peu si on a bien de la structure, bien des gens aussi. Puis on essaie justement, en étant un seul emplacement, de favoriser une harmonie entre les différents départements. Tu viens chez nous, il n'y a pas de guéguerre entre en avant, en arrière, pièce-service, les maudites ventes, le maudit service. On essaie que tout le monde travaille ensemble dans un but commun pour l'équipe globale, pour la famille ensemble, puis on s'en va tous dans la même direction. C'est bon. Fait qu'au niveau du sentiment d'appartenance puis de la mission, dans le fond. C'est ça. Puis, c'est pas compliqué. On est 43, 45 employés au total. Fait qu'on prend tout le monde en même temps, puis on fait des meetings, puis on s'assoit, puis on discute, puis on ouvre le plancher aux gens s'ils ont des questions, s'ils ont des inquiétudes, pour justement qu'ils puissent communiquer avec nous autres. C'est un peu ça le but. Mais ce que tu viens d'énumérer, d'ailleurs, c'est un petit peu la sauce secrète que tout le monde cherche pour garder des employés. C'est ce qui manque souvent dans les gestionnaires, que ce soit en automobile ou dans d'autres business, c'est qu'on oublie qu'il faut pas devenir nécessairement ami avec nos employés, mais il faut avoir une proximité, il faut leur donner un sentiment de sécurité, un sentiment de continuité aussi dans l'emploi qu'ils ont. Parce qu'on oublie que, tu sais, nous autres, moi, je suis en vente, fait que je suis un petit peu en entrepreneuriat, veux pas, right? Toi aussi, Jeff, c'est toute la même chose. Mais quelqu'un qui fait la même tâche à tous les jours pour un salaire fixe tout le temps a besoin des motivations quotidiennes puis un sentiment d'appartenance qui vient d'ailleurs que le monétaire, right? C'est pas juste une paye. Puis il faut qu'il y ait un certain sentiment de sécurité. Tu sais, moi, mon père opérait la concession dans le temps, c'était un peu la même chose. On avait des employés des fois qui avaient besoin d'aide, puis c'était quoi? Whatever you need. As-tu besoin que je te paye ton hydro ce mois-ci? Je vais le payer, ça va me faire plaisir. Tu sais, puis tu me payes, tu sais, comme, c'est des choses de même qui fait qu'un employé reste chez vous. Puis chez nous aussi, on vivait, tu sais, des employés de 30, 40, 50 ans de service à la même place, là. On en a vécu, nous autres aussi, puis c'était à cause de ça. Right? Fait que c'est bravo de faire ça. Puis ça vient-tu ça un peu de... Est-ce que tu as vu ton père, toi, étant une personne comme ça? Si ton père est de même en général, puis ça l'a transmis cette philosophie-là dans son entreprise? Je pense que oui aussi. Lui, en fait, on a toujours été juste un seul emplacement. Puis mon père n'a jamais eu vraiment l'ambition de grossir. Il s'est toujours occupé de sa concession. Mon grand-père disait, parce que ça reste qu'on est 4e génération, pas chez nous. Fait que mon grand-père disait, vends-en moins, vends-les mieux. Fait que, prends soin de ton monde, prends soin de tes clients, puis ça va bien aller. Il n'y aura pas de je vais te dire, là, j'ai rencontré ton père, moi, 2 fois. Là, mais la première fois que je l'ai rencontré, après 15 minutes, j'étais comme... Tu le sens tout de suite, ce côté humain-là. Puis ça se transmet d'une autre génération. Puis tu le vois tout de suite, la compréhension de l'importance de l'employé. C'est merveilleux. Puis le point étant, justement, après ça, la motivation, que ce soit la motivation monétaire ou quoi que ce soit, je pense que chaque individu a ses propres triggers, ses propres motivations, ses propres choses qui vont faire en sorte qu'il va avoir envie de rester. Les bons gestionnaires les trouvent, ces choses-là. C'est de les trouver, c'est de poser des questions puis d'être à l'écoute, de savoir, toi, qu'est-ce qui te fait... C'est le plus gros challenge de l'industrie en ce moment. Puis je vais te donner la parole dans un instant, mais c'est important parce qu'on voit tellement de concessionnaires. Puis la première chose que tu parles aux concessionnaires, c'est j'ai manque d'employés, je trouve pas les bons, je perds des employés. Puis à un moment donné, il y a des concessionnaires qui disent des choses même comme... C'est tellement un problème qu'ils s'en occupent plus. C'est l'extrême, là. Mais j'ai déjà eu, moi, la phrase qui m'a été dit, mais c'est pas grave, on fait pas de formation. On fait une première formation avec nos vendeurs, mais après ça, on les laisse aller parce que de toute façon, dans 6 mois, ils sont partis. Ah oui, c'est la généralité extrême, là. Ouais. Mais il faut s'entendre, c'est un challenge de garder le monde. Puis
d'un autre côté, c'est pas le gym au concessionnaire, c'est pas la concession flambant neuve, c'est pas la place de parking quand tu arrives là. C'est vraiment le côté humain, l'échange que tu as avec ton patron. Est-ce que ça te tente à tous les jours de te défoncer pour cette personne-là? Puis on oublie le côté humain de tout ça. Ouais. Non, puis c'est drôle parce que c'est des discussions qu'on a aussi à l'interne avec des... Mettons, on va prendre l'exemple d'un vendeur qui m'a déjà dit... Ben écoute, le manufacturier, je trouve que c'est vraiment tough de composer avec eux, puis je serais prêt à m'en aller, mais j'aime tellement la gang que je vais passer au travers de la gestion de programme ou des affaires comme ça qui fait qu'on a nos particularités nous autres aussi. Effectivement. Ben, la gang est tellement le fun que je vais rester parce que je sais que je suis bien traité. J'ai un équilibre famille-travail qui est assez incroyable, puis ben, je suis considéré dans les décisions. Je me sens consulté, je me sens impliqué. À partir de là, je ne suis pas partout qui va avoir ça. Là. Ça, c'est super intéressant. L'angle humain comme tel dont on vient de parler, on en a parlé avec l'angle justement de ressources humaines, d'employés. Au niveau des clients aussi, dans les dernières années que tu as pu graviter dans les différents postes, l'as-tu ressenti ça aussi, cette proximité-là, cette vibe, pour en bon français, un peu différente justement du fait qu'il y a cette ambiance-là en concession? Absolument. Je pense qu'on a beaucoup de clients qui reviennent tant aux ventes, mais notre taux de rétention au service, c'est très, très haut aussi. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Tout le monde se connaît. Notre relance, nous autres, c'est de la relance téléphonique au niveau de planifier des rendez-vous, au niveau de justement booker la saison des pneus, par exemple, pour la période. C'est Claudine, Stéphane qui sont chez nous depuis des années, qui vous appellent, puis on sait que les clients vont les voir quand ils viennent chercher leur facture, quand ils viennent chercher leur véhicule. Fait qu'il y a un attachement aussi en ayant des gens qui restent là longtemps. Ça se transpose pour les clients parce qu'ils disent, c'est toujours la même personne, c'est la personne qui est là, qui m'a servi. Ils développent un lien de confiance aussi. Fait qu'il y a ce bénéfice-là ajouté de dire, on traite nos clients de manière super humaine, puis on trouve des solutions pour nos clients. Il y a toutes sortes, des fois, on sait ce qui peut arriver en mécanique ou en vente. Il y a des fois des petits accrochages, ça peut arriver, mais on essaie toujours de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Puis, on est bien conscient que l'erreur, ça peut arriver aussi. Fait qu'on est juste honnête et transparent dans notre façon de transiger, puis ça se ressent, puis les clients sont heureux de ça. Oui, puis ce qui arrive aussi avec un employé qui a une relation à long terme avec son employeur va naturellement travailler plus fort pour satisfaire le client, va vouloir aller plus loin parce qu'il va savoir que la saison prochaine, il va être là. Ouais. Right? Fait que, il va falloir qu'il refasse face à ce client-là. Moi, je le disais tout le temps au service, tu ne vends pas cette fois-là, tu vends toutes les autres fois après. C'est ça qui est important. Right? Puis c'est ce que ça donne, les employés de longue date, des gens qui sont confortables. Mais c'est pas juste toutes les KPI augmentent. Autant le service à la clientèle que la rentabilité de l'entreprise. Tu parles de rétention service. Moi, j'étais dans ce monde-là pendant 10 ans. C'est le plus gros challenge des concessionnaires. La moyenne des dealers perdent 60% de leurs clients sur 2 ans. Imagines-tu, là? Puis juste le fait d'avoir, puis c'est pas juste le fait, mais le côté longévité d'employés, de rétention d'employés, affecte directement la rétention service. Puis les concessionnaires, quand ils vont réaliser ça, puis ils vont être capables de trouver des applications où est-ce qu'ils vont garder les mêmes gens, puis ils vont réaliser la constance, autant au service qu'aux ventes. Parce qu'il y a quelque chose qui existait avant, qui existe très peu aujourd'hui, c'est un vendeur qui ça fait plus que 4 ans qui est dans un concessionnaire. Right? Ouais. Puis ce que ça crée, ça, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive d'un nouveau dealer, il vend à des nouveaux clients, puis il ne répète pas personne. Fait que le concessionnaire n'a pas de loyauté vente. Puis là, tu répliques ça au service. Mais le concessionnaire n'a pas de loyauté service. Ça donne des 40% de rétention. Right? C'est ça. Fait que c'est là que l'investissement dans le capital humain, on ne peut pas le voir sur le mois, mais on peut le voir sur le long terme. Puis ça, c'est une des choses aussi que j'aime dans ta vision, c'est que parce que les gens en concession, on vit au mois le mois, ils ont tendance à avoir une vision de 30 jours. Right? Puis ça s'applique dans tous leurs outils de gestion. Oui. Des fois, c'est surprenant. Right? Quand on s'assoit, puis on ralentit, puis on regarde le mis à long terme, mais c'est là qu'on peut faire des actions qui peut-être paraissent pas tout de suite sur le fait, dans le 30 jours, j'ai vendu 6 autos de plus à cause de ça. Non. Mais tu vas faire de la rétention plus tard. Puis ça aussi, quand on est dans une concession familiale avec une vision long terme pour les gestionnaires autant que pour les employés, mais tout le monde se met à penser de même. Puis là, tout à coup, Colin, c'est toute une concession, puis les KPI sont bons, puis là, tout le monde se demande pourquoi. C'est le capital humain, souvent, qui change toute c'est qu'il faut prendre le temps de s'élever et de sortir du quotidien un petit peu. Je comprends que, mettons, un directeur des ventes qui a des objectifs très fixes à atteindre, des fois, ça va être dur, mais mettons, un directeur général ou une équipe de gestion, c'est important qu'ils soient capables de juste prendre un petit pas de recul, de regarder, c'est quoi les chantiers qu'on a à développer dans, mettons, les 3 à 6 prochains mois, dans la prochaine année, puis de se faire une espèce de planification stratégique pour se dire,
OK, voici où est-ce qu'on voudrait être, on est là en ce moment, comment est-ce qu'on ferme cet écart-là pour justement arriver à nos objectifs? Ça, c'est intéressant. Puis ça, cette philosophie-là, justement, on gère à coup de 30 jours, là, tu l'as vu quand tu es arrivé, j'imagine. Oui. Et donc, je m'en vais vers ça. Quels sont les autres constats ou quelles sont les affaires là, que quand tu es arrivé, là, quand tu as décidé de faire ton retour dans l'automobile, tu as fait les différents départements, tout ça. Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis ah ouais, fait. Okay. Soit ça ou qu'est-ce qu'ils font là? Parce que, tu sais, moi aussi, puis je vais juste compléter là-dessus, très bonne question, parce que tu as été quand même plusieurs années en agence. Ouais. OK? Puis venant de ce monde-là, OK, c'est un monde très différent, complètement différent de ce que tu peux vivre au quotidien. Puis en attachant un peu la question à JF, c'est quoi justement avec un peu ce que tu as vécu à l'extérieur, ce que tu as vécu avec ton parcours d'éducation? Là, tu es rentré dans la concession unique, familiale, puis là, on fait ça de même, puis là, tu as fait comme, ben voyons donc, tu sais, comme, il doit y en avoir des choses comme ça. Écoute, c'est sûr que les niaiseries qu'ils disent d'un garage, tu ne verrais pas ça dans le monde corpo, c'est 100% certain. Mais non, sinon, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point l'automobile, c'est une bébête à part. Tu sais, même si on compare avec d'autres secteurs dans le commerce de détail, oui, il y a du 30 jours, un Aldo de ce monde va vivre le même genre de défi, puis vont regarder leurs chiffres, puis leur part de marché et tout ça. Mais l'automobile, avec le jeu de négociation qu'on vit au avec les programmes mensuels, des programmes qui sortent à tous les mois, les mi-mois, la dynamique de pin qu'on vit, puis de, tu sais, bon, ben, pins en temps, je vais te donner ci ou telle affaire comme ça, tu sais, c'est le genre de choses que tu verrais pas nécessairement ailleurs. Fait que, tu sais, il y a ça, il y a les systèmes. Puis l'organisation des systèmes qui m'a fasciné un peu au début. Tu sais, moi, je suis rentré, on travaillait avec Reynolds Era Bleu. L'écran où c'était encore un peu comme du AS400. 6910. 3010 pour tes rendez-vous. 7203. Je suis rentré, il fallait tout connaître ça par cœur. Tu sais, Puis moi, j'arrivais d'un monde, on travaillait avec des Macs, on fait du montage vidéo avec Pro Tools, puis des affaires comme ça, mais... Tu te dis, OK, là, j'arrive dans un autre monde technologique. Tu te dis, on fonctionne encore comme ça. Moi, c'est ça qui m'a le plus flabbergasté vraiment quand je suis rentré. Puis après ça, ça a été justement un petit peu mon cheval de bataille de dire, on essaie de se moderniser, de s'amener dans une ère un petit peu plus 2.0 ou 3.0 si on veut. Puis je pense qu'on est rendu là, mais c'est ça, de revoir ça aussi, un peu ça les peut être un peu un faire. challenge des fois avec des employés de longue date qui sont sur Reynolds depuis des années. Puis là, tu leur dis, hey, les amis, on va faire ça différent tous les jours. Mais ils ont dû voir aussi, c'est comme un peu voir le soleil. Là, quand tu tombes de quelque chose comme ça, qui est un outil incroyable, par exemple, mais que l'utilisation est très DOS, à du point and click, intuitif. Avec plusieurs de tes outils que tu as intégrés, là, mais ça change une vie aussi. Tu leur fais comprendre aussi la vision que tu as avec ça, puis où est-ce que tu veux les amener, puis qu'est-ce que tu es capable de leur enlever comme redondance, puis comme tâche. Tu regardes dans le processus, tu dis, les problèmes OK, oui, ça va être long à apprendre, ça va être un petit peu pénible pendant 2, 3, 4 mois, mais après ça, tu vas voir, tu vas être capable de faire ça, tu vas être capable de sortir telle affaire automatiquement, telle chose va s'automatiser, tu n'auras pas à faire ça. Fait que là, maintenant, il réalise, OK, ben, je suis prêt à manger mon pain brun un petit peu pour après ça avoir un peu de pain blanc puis avoir du fun avec le logiciel une fois qu'on est rendu. T'sais. Le challenge de la modernisation comme tel, c'est quoi les principaux éléments à part, disons, on vient de parler un petit peu des outils technologiques. Au-delà de ça, c'est quoi les principales choses sur lesquelles tu vas t'attaquer ou tu t'attaques déjà présentement pour faire avancer les choses dans la nouvelle ère de l'automobile? C'est drôle, c'est des chantiers qui se travaillent aussi beaucoup au niveau de la corporation avec Yann également. C'est la crédibilité des concessionnaires puis l'image que les concessionnaires ont auprès du public en général. C'est quelque chose qui... on n'a jamais exactement eu bonne presse en tant qu'industrie, surtout dans les années récentes où est-ce que, action collective contre un tel, poursuite contre ci, poursuite contre ça, puis il y a toutes sortes d'histoires d'horreur. On a tous un beau-frère quelque part qui te raconte moi, je suis allé dans tel dealer, puis ça a mal été, puis il a essayé de... Mais ça sera toujours aussi. Ça sera toujours, mais je pense qu'on a une responsabilité d'être transparent avec nos clients, puis d'améliorer nos pratiques de sorte que on va mieux faire les choses, on va offrir un service qui est irréprochable. Tu as un client qui rentre chez vous, tu te dois de lui offrir, de lui faire vivre une expérience qui est extraordinaire pour qu'il te choisisse, parce qu'en bout de ligne, s'il ne vit pas ça, puis que acheter un véhicule,
t'auras peut-être pas de repeat ou il va revenir contre son gré. C'est vraiment de dire, ben, faut qu'on ait des pratiques qui sont impeccables puis irréprochables. Puis même pour nous autres, moi, j'aime ça dormir sur mes 2 oreilles le soir. Ça me tente pas de me coucher puis de dire, ben, hey, lui, c'était peut-être un petit peu louche, telle affaire. Lui, j'y l'ai fait pour 400$, des frais qu'il avait pas de besoin. C'est ça, tu veux pas commencer à vivre ça. Fait, on se doit de vivre puis d'être juste de travailler avec intégrité, respect du client, puis d'y offrir le meilleur service possible en bout de ligne. Je pense que c'est drôle, JF, tu as parlé un peu de qu'est-ce que... On t'a demandé qu'est-ce que tu as fait comme « Oh my God » quand tu es venu du monde des agences, puis la différence entre le monde des concessionnaires puis le monde corporatif. Il reste que une des choses où tu as justement dû faire comme « Oh my God », c'est de voir comment l'industrie est perçue, justement. Ouais. Par les gens. Puis le contraste, c'était de ta concession, parce que tu le vivais moins à cause de la concession familiale et de la manière que vous faites les choses. Mais quand tu te trouves à l'industrie en général, là, tu es comme, mais oh my God, puis ça ne me surprend pas que tu veuilles t'attaquer à ça, right? Parce que c'est plus grand que ce que vous vivez. Par contre, tu sais, moi, je suis toujours un petit peu l'autre côté plus brun de la médaille ou plus terni de la médaille, mais ça a toujours été ça. Il y a toujours... Tu sais, moi, j'ai pas besoin, là. Je rentre dans une concession, tu te mets au service 10 minutes, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, puis je vais faire « Oh! » Tu sais, ça va toujours être ça. Je pense que ça revient encore aussi. Quelle sorte de formation qu'on donne à nos gens? Tu sais, si tu regardes une compagnie, exemple, prends Tim Horton, t'engages quelqu'un, il lui montre comment faire sa job à McDonald's, tout ça. Puis la personne apprend l'outil, puis fait sa job comme elle doit le faire, son emploi à tous les jours, puis elle fait la sandwich de la même manière, le ci de la même manière. Puis quand elle dit bonjour, quand elle dit... Puis c'est sûr que quelqu'un... Tout le monde peut être surpris quand ils sont prêts qu'un client pas content. Mais il reste que... C'est un certain manque de formation dans l'industrie pour donner les outils aux employés à donner les bonnes réponses. Absolument. Moi, je viens du service, là, des années que je disais... Non, dis pas ça. Dis pas ça. Dis ça de même. Puis quand il l'essayait, il voyait la réponse du client, puis ça allait bien. Il se faisait pas frapper dans le front. Puis après ça, ben, il reprenait cette phrase-là, puis ça fonctionnait. Fait que c'est fou les choses qu'on peut entendre en concession, mais c'est de la formation. Ben, tout à fait. Puis c'est dur. On parlait de recruter tantôt, puis de former des gens. Bon, c'est sûr qu'il y a un facteur longévité. On se considère comme extrêmement chanceux, puis on met les efforts pour garder notre monde. Mais ça reste que tu as quelqu'un qui embarque, il faut que tu lui donnes les outils pour réussir. Tu peux pas assumer qu'il va rentrer sur le plancher de vente ou en arrière au service, puis que tout va bien aller du jour 1. Il faut l'encadrer, il faut que tu lui montres comment tu fonctionnes, c'est quoi ta culture, puis il faut que tu l'embarques dans cette culture-là. C'est le continu après, surtout, je pense qu'on... Si tu monitores pas dans le temps, il n'y a aucune chance que le gars ou que la demoiselle ou la fille, elle va embarquer puis va dire, ben oui, parce que peu importe, ça va peut-être être bien croche, puis dans sa tête, tout est super droit, tout va bien. Fait que c'est ça. Mais l'autre défi, pour faire un petit peu de pouce sur ce que tu mentionnais, au niveau de défi, c'est que les professions de l'automobile, c'est pas quelque chose qui est particulièrement valorisé. Mettons, surtout si on regarde, tant en vente qu'au service. C'est quasiment comme la restauration. C'est ça. C'est plus valorisé comme ça a déjà été. Puis, mettons, on regarde les mécaniciens, ça devient quasiment plus des électromécaniciens au type de troubles qu'ils vont avoir à régler avec l'électrification des transports et tout ça. Fait que c'est des gens qui vont être très, très, très techniques, très connaissants, très éduqués. Aussi, ce sera peut-être plus juste une formation en centre professionnel, va peut-être avoir beaucoup plus de compléments à aller chercher pour ça. Fait qu'on a des défis d'attirer du talent dans notre industrie parce que à formation pour formation, on va dire, moi, je vais aller me former pour aller dans l'aérospatiale qui paye 4 fois plus que l'automobile. Ou devenir plombier, puis avoir ma propre entreprise de plombier. Puis pouvoir passer mes dépenses, puis gérer mes trucs par moi-même, puis tout ça aussi. Puis il y a plein d'autres challenges aussi. Les industries alentours, puis tu vas dans les endroits, moi, je me promène partout au Canada. Quand tu es dans des villes où il y a des mines, comme dans l'Ouest canadien, j'étais à Calgary, Edmonton la semaine dernière, là, il y a des dealers qui ne sont pas capables de trouver de mécaniciens. Les gars font 300 000 par année dans les mines à être mécaniciens. C'est ça. Fait qu'ils ne sont pas capables de les amener en concession. Fait que il faut être bon à attirer nos gens. Mais je pense que ça va amener plein de transformations, autant au service, où est-ce qu'un mécanicien, même aujourd'hui à 25, 28 $ de l'heure, il va toujours en avoir besoin, les gars, faire des freins, right? Ouais. Mais comme tu dis, au lieu d'avoir
un électro-mécanicien, un maître technicien et puis 10 mécaniciens généralistes, ben, tu vas avoir maintenant 5 spécialistes puis 5 personnes qui vont faire de la mécanique générale. La même affaire aux ventes, parlons de ça 2 minutes, tu sais, avec tous les outils, avec toutes les choses qu'on a vécues dans le COVID, on vit en ce moment où est-ce que les concessionnaires nous disent beaucoup, il faut que je réapprenne à mes vendeurs à vendre des autos parce que pendant les 2-3 dernières années, le client rentrait puis tu disais, ben, si tu veux, lui, il est là, il est temps. Si tu veux commander, mets ton nom sur la liste, laisse un dépôt. Puis je négocie pas parce qu'en arrière de toi, il y en a 3, right? Ou 5 ou 10 ou 15 ou whatever. Fait que tout le monde a comme arrêté de vendre, right? Ouais. Là, les concessionnaires doivent réapprendre à vendre. Fait parlons un petit peu aux ventes. Vous l'avez vécu, vous avez des vendeurs de longue date chez vous. Ouais. Est-ce que ces vendeurs-là ont vécu les mêmes challenges aujourd'hui que quelqu'un, mettons, qui a commencé dans l'industrie il y a quelques années puis qui C'est drôle parce qu'on a une équipe qui est composée de ça. Fait qu'on a vraiment des vendeurs vétérans que ça fait plusieurs années, 10 ans, qui font de la vente automobile dans différentes marques, que ce soit dans du Chrysler ou dans même de l'Asiatique, du Honda, du Lexus, peu importe. Puis même eux vivent la même chose. Puis je pense que ça se fait tellement sur une période de temps qui est longue. La transition post-COVID, le retour à la normale, si on veut, de vendre les véhicules. Que des fois, puis avec cette philosophie fameuse de 30 jours, 30 jours, 30 jours, des fois, ils ont la misère à se décoller et à dire hey, on en a vu d'autres des creux, on en a vu d'autres des temps difficiles. Fait qu'il faut, en tant que gestionnaire, qu'on les recraigne et qu'on leur fasse comprendre ben, c'est juste un retour à la normale. Vous l'avez vécu, vous avez passé au travers, vous avez fait des bonnes années en vente. Vous crèverez pas de faim, tout le monde va manger, il n'y aura pas de misère, mais c'est sûr qu'il faut revenir. C'est drôle comment vite on oublie comment c'était difficile de vendre des autos avant. Comment il fallait faire le hustle pour trouver des clients, puis même à 0% d'intérêt, il fallait que tu vendes ton auto, que tu vendes ta concession. Ceux qui ont vraiment commencé pendant la COVID, on en a 2-3 comme ça aussi, qui ont vraiment débuté pendant la COVID, puis hey, c'est le fun, c'est beau, je fais des grosses payes, des grosses commissions, j'ai un beau gros T4 à la fin de l'année. Il y a 6 mois, ça a frappé un peu. Là, c'est ça, il faut travailler un peu plus le côté hustler, puis dire, ben, écoute, là, faut que tu ailles au bout, faut que tu trouves tes clients, faut pas que tu les lâches, faut que tu les rappelles. Faut que tu sois compétitif d'un prix. Tu peux pas arriver à dire écoute, il me reste 3,5, 4 dans un véhicule, puis je pense que je baisserai pas du tout. Il va falloir que tu joues un petit peu du coude parce qu'il y en a un autre ailleurs à côté qui, lui, va être prêt à aller à 500$ de moins, puis le client, pour 500$ de moins, ben, va aller là. Ouais. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin dans ton... Là, on parle de ce que le client va vivre aussi quand il va venir acheter une voiture. Ton analyse que tu as fait, là, cette fameuse analyse-là, vraiment customer-centric, là, où est-ce que tu as regardé un peu le design de l'expérience client et ainsi de suite. Là, tu viens de glisser un mot aussi sur l'électrification des transports qui va... on en parlait avant l'entrevue, même aussi la simplification des packages dans certains modèles, notamment chez vous, au niveau du manufacturier. Il y a plein d'affaires qui vont changer. Comment tu vois qu'est-ce que devrait être l'expérience d'achat d'un automobile en 2024, mettons, en 2025? Comment tu vois cette transition-là ou cette évolution-là? En 2024, je pense que le terme qui qualifie une expérience d'achat qui est bonne, à mon sens, à moi, c'est juste une transaction qui est transparente. C'est une transaction où est-ce que on expose clairement c'est quoi le véhicule au client, on y expose clairement c'est quoi les prix, c'est quoi les options et tout ça. Après ça, j'ai pas de misère à dire, ben il y a un peu de négociation, tu sais, ça c'est bien correct, mais il faut juste que tout demeure transparent, qu'il n'y ait pas de frais cachés, qu'il n'y ait pas de... Tu sais, c'est juste de s'assurer que tout est fait selon les règles de l'art, que tout le monde en ressort comme quoi qu'il y a la valeur pour laquelle il investit les efforts ou l'argent dans la transaction. Tu sais, tu veux pas que le client se retrouve... complètement floué après une transaction puis qui disent ben écoute, je ne retournerai plus jamais là. Le but, c'est de générer du repeat business dans le moyen puis dans le long terme aussi. Puis c'est de s'assurer que ben, le client, il s'est senti accompagné dans le processus. Je pense que trop souvent, les clients sont abandonnés. C'est stressant quand même. Puis je me suis rendu compte justement dans le processus d'études, c'est que les clients font ça une fois aux 4 ans. Ils ne savent pas trop par où commencer. Il y en a c'est des magasineux d'automobiles puis ils trippent, mais il y en a aussi, monsieur, madame, tout le monde, beaucoup que... C'est comme une visite au dentiste. C'est une expérience qui est très intimidante. Là, tu te dis, bon, je m'en vais voir le fameux vendeur de char. Oui, puis après, puis le vendeur, OK, mais après ça, dans le bureau du FNI, il y a comme tout un processus qui est aussi qui est long, qui est complexe, puis que les gens
Ça fait beaucoup, là. Les plus gros irritants qu'on se rend compte, c'est que le processus est trop long. Il y a du temps d'attente quand on voit le véhicule, il y a du temps d'attente dans la négociation du véhicule, le vendeur qui fait sa traque, qui s'en va dans le bureau du directeur, qui revient, DTO, DCD, ça. Si on est capable de limiter le nombre d'intervenants, le nombre de back and forth qu'il y a, puis de juste s'assurer que c'est simple, c'est clair pour tout le monde, qu'on s'entend. Déjà là, ça règle une bonne partie de la chose. C'est sûr qu'on a un travail à faire. Il faut présenter le produit. Les produits FNI, il faut les présenter aussi. Puis, on est quand même régi par l'AMF au niveau FNI, au sens où on doit s'assurer que les produits ont été présentés au client et qu'il y a renoncé. Fait qu'il faut faire ça, mais c'est certain que faut pas essayer de juste faire la vente et d'endormir le client dans le bureau pendant 2, 3, 4 heures. Parce qu'on se rendait compte que le plus gros irritant pour les clients, c'est ça. C'est le manque de transparence, le temps que ça prend à acheter une voiture, puis la complexité de la chose et le manque de transparence. Ça se corrige comment, ça? C'est de la formation de nos vendeurs, on en parle, mais c'est de s'assurer qu'on a des process qui sont clairs, on donne de l'autonomie aussi à nos vendeurs. On a une échanson, on a des gens qui sont extrêmement compétents dans notre équipe, fait qu'on leur fait confiance. Ils n'iront pas directement au prix le plus bas qu'ils peuvent donner. Non, c'est ça, mais puis après ça, quand vient le temps de dire, écoute, ça, je peux-tu aller là, j'ai des doutes. Écoutez-moi, laissez-moi valider avec mon directeur, je sais pas si je peux aller là, vous m'avez fait une contre-offre, je dois évaluer. Après ça, on réévalue. Mais c'est de dire, c'est pas de tout le temps être rendu dans le bureau du directeur et de dire, écoute, ça, on peut-tu? Puis au lieu de faire à croire que tu négocies, tu es en train de jaser de ta fin de semaine. C'est un petit peu là que j'allais aussi, c'est que le jeu, il y a une raison en arrière de tous ces processus-là qui ont été bâtis. Hein, c'est parce que wear down the customer, puis si tu vas trop loin, ça devient une expérience négative. Par contre, il ne faut pas perdre vue qu'il y a certaines choses qui font que il faut faire attention pour perdre le profit que tu peux générer d'une transaction, d'aller chercher le maximum aussi, de vendre les produits que le client a besoin de façon transparente. Je pense que tout ça vient aussi qu'il y a eu comme une démocratisation de l'achat des dernières années, où est-ce que depuis les années 90, on parle de consommation, mais maintenant, c'est vraiment... Je veux connaître tout sur quelque chose avant de pouvoir l'acheter. Je veux pouvoir l'acheter comme moi je le veux, le faire livrer comme moi je le veux. Puis ça découle dans l'automobile aussi. Fait qu'on n'a pas le choix de s'ajuster. Mais il y a des concessions qui vont d'une personne là, de A à Z, right, qui ont intégré le FNI. Ouais. C'est une des choses qu'on voit dans l'industrie. C'est-tu la solution? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut garder certaines étapes, mais il faut trouver le respect du client. Là-dedans, il faut se mettre le client au centre de la transaction au lieu que ce soit le profit et la concession au centre de la transaction. Parce que tu vas chercher ce que tu veux, mais le client sort de chez vous, il regarde sa conjointe dans l'auto, puis il dit « Maudit, là, comme c'est finalement fini, là. » Puis on n'a pas eu les tapis qu'on voulait. Tu sais, t'as tout fait, puis tu n'as pas donné maudit tapis, puis je simplifie la tâche, mais il est pas content d'avoir été... Il a eu son truck, il a eu son chose, mais il sort de là, puis il est pas tout énervé. Il est pas alors content. Que ça devrait l'être. Alors que ça devrait l'être. Une paire de souliers à 100$. Puis t'es tout énervé d'arriver chez vous puis les mettre. C'est parce que trop souvent, je pense qu'on a oublié de comprendre qu'est-ce qui ajoute de la valeur pour le client. Exactement. On fait pas l'exercice de dire, écoute, tu sais, ça, je vais essayer d'y forcer tel produit. Ça y ajoute pas vraiment de valeur. Mais tu sais, s'il prenait, je le soulignais sur tel produit, ça, il y a de la valeur vraiment beaucoup. Ça vaut la peine pour lui. Il y a quelque chose qu'il va en retirer, puis il va dire, hey, sais-tu quoi, je l'ai pris, je m'en suis servi. Ça vaut la peine. Il n'y a pas de problème là. Je pense que c'est quelque chose qui manque. Puis trop souvent, on ne fait pas nécessairement comprendre non plus la valeur ajoutée au client. Puis il y a un côté de tout ça aussi où est-ce que l'industrie s'en va maintenant. Tu sais, avant COVID, il y avait une ou deux, juste quelques manières de vendre une auto. C'était quand même assez simple parce que ton client, ça faisait 2-3 autos qu'il achetait au taux d'intérêt similaire, right? Il avait fait le processus une couple de fois. Là, on se retrouve avec, t'es chez Chrysler, fait que t'as la chance d'avoir en ce moment des taux d'intérêt un peu, là, tu sais, du 2, du 3, du 4, du 5. Il y a des manufacturiers qui ont juste, ça commence à 6 en ce moment. Tu sais, fait que c'est différent. Ce que ça crée, ça aussi, c'est le client et l'industrie maintenant poussent vers une transaction ou une approche, une commercialisation envers le client ou le marketing envers le client, la relation avec le client, que le client est au centre. Ou est-ce que tu peux plus juste appeler un client et dire « Hey, c'est la fin de semaine de Pâques, je veux te vendre une auto. » Right? The President's Day weekend, là, comme aux États-Unis. Ça n'existe plus, ça. Pas que ça n'existe plus, mais
il y a encore des clients qui vont embarquer dans la vente en masse comme ça, mais je pense que les concessionnaires qui vont se séparer du lot dans les 10 prochaines années sont ceux qui vont être capables d'avoir des conversations très, très, très pointues avec leurs clients sur leur situation. Bien, ça passe par une meilleure gestion des données. Puis de toute façon, avec la loi 25 qui s'en vient, bien, qui est déjà commencée, avec toutes les étapes qui vont rentrer en ligne de compte encore en septembre de cette année, l'industrie, autant les fournisseurs que les concessionnaires comme tels, n'auront pas le choix jusqu'à un certain point de mieux gérer leur database, leurs différents systèmes, puis d'être capable justement de, tu sais, le fameux bon message au bon client au bon moment. Là. Effectivement. Ça a l'air tellement simple à dire, mais c'est le plus gros challenge de l'industrie. Puis tu sais, la loi 25, c'est une chose, c'est bien, il faut protéger les données de nos clients, puis il faut être responsable en tant qu'entreprise des données qu'on a de notre clientèle. Mais de l'autre côté, ça va pas nécessairement... C'est ce que tu fais avec le data, right? Tu peux le protéger tant que tu veux, mais s'il est juste sur un serveur bien protégé, puis tu fais rien avec, t'as pas de... Puis c'est là que l'industrie doit aller, parce qu'on le voit en ce moment, le client qui se fait appeler sur une généralité convertit beaucoup moins. Le client qui se fait appeler sur un point précis puis se fait développer sur sa situation, ou quand il rentre en concession puis il rencontre quelqu'un qui prend le temps de évaluer sa situation à lui puis de bien le conseiller, d'ajouter de la valeur sur l'achat d'un auto, right? Absolument. Tu sais, les gens passent des mois à acheter une maison. Right? Ils passent 17 jours à acheter un auto. 17 jours, ça commence à être long. Là. Puis, effectivement, mais tu comprends, tu sais, comme je dis, mais ils passent beaucoup moins de temps, puis pourtant, c'est quelque chose qu'on utilise à chaque jour. C'est quelque chose que. Fait qu'il y a toute l'information est disponible. Est-ce que le client fait la démarche? À un certain point, oui. Est-ce qu'on doit l'épauler en concession? Oui, parce que le futur est dans ça, et dans l'expérience que le client va vivre. C'est ça qui va faire qu'il va signer chez toi. Ça va revenir à ça, on n'a pas le choix. Puis tu peux pas appeler un client, essayer de vendre une auto quand il n'est pas capable de changer. Right? Il faut revenir à ça aussi. Ben aussi, c'est drôle parce qu'on parle d'expérience client, puis notre manufacturier, depuis 1 an et demi, nous met énormément d'emphase là-dessus. Puis on est allé dans un meeting avec l'ensemble de l'Amérique du Nord à Las Vegas il y a quelques semaines. Puis même le corporatif mondial, c'était énormément d'emphase sur on doit faire mieux au niveau de l'expérience client. Collectivement, on doit livrer une expérience qui est... Absolument. Irréprochable à nos clients pour s'assurer, parce qu'ils disent, ben écoutez, on a le mix de produits, on a pas mal tout ce qu'il faut, on a des camions de travail, on a 4 marques, mettons, au Canada qui sont vraiment pour un petit peu tout le monde. Seule chose qu'on n'a pas, c'est peut-être des petits véhicules abordables, là, mais on a quand même une grande portion du spectre qui est couvert, mais il faut qu'on s'assure que ces gens-là, une fois qu'ils ont acheté une première fois, ben ils vont dire, j'ai tellement aimé mon expérience, c'est sûr que je ne rachète pas ailleurs. Là. Oui, puis c'est un petit peu là aussi, que, juste pour parler un petit peu, là, rentrer un petit peu, on parle beaucoup de l'expérience client, mais parlons opération 2 minutes. Si je vais te poser 3 questions une après l'autre. OK. Si je te dis vends 20% plus d'auto, c'est quoi la première chose que tu fais? Si je dois vendre 20% plus d'auto... 10, 20, vendre plus d'auto aujourd'hui, là, c'est quoi la première chose que tu te concentres? Moi, je m'assure de consolider mon local. Fait que les gens dans ma communauté et mon local vont être vraiment achetés chez nous. C'est sûr qu'on est une business de proximité. On a cette approche-là. Fait qu'on veut vraiment dominer notre marché autour dans notre régional. C'est sûr que ça va être ça. C'est certain aussi qu'on va travailler avec des clients qui sont peut-être des clients que ça fait longtemps qui n'ont pas acheté chez nous aussi. Parce qu'un client qui a déjà acheté chez nous, ben, c'est un client qui est moins difficile à reconvertir et à ramener. Fait que c'est certain qu'on va travailler là-dessus pour faire rentrer du client. Puis après ça, ben, on va travailler peut-être plus à l'externe puis aller chercher un marché qui va être un petit peu plus loin. Fait que, on va travailler du provincial, on va travailler un petit peu de l'externe. Fait qu'on va aller regarder, voir comment est-ce qu'on est capable d'aller justement chercher cette clientèle-là qui est un petit peu plus loin, mais qui n'a jamais entendu parler de nous. C'est sûr que ça, c'est le plus dispendieux. Fait que c'est tout le temps notre dernier choix là-dessus. Puis pour expliquer, là, parce que ça, c'est du agency talk, parce que je le reconnais, là, mais c'est toujours plus dispendieux aller chercher un client qui est plus loin, plus dispendieux aller chercher un client qui n'a jamais acheté en concession. Right? Fait que c'est certain. Puis c'est toujours plus facile de vendre un client qui est proche et qui a une proximité à ton entreprise. L'autre question, si je te demande, vends 10-20% de plus de services, d'opérations fixes, pièces et services, où est-ce que tu vas? Première chose, ça va me prendre plus de tech. Fait qu'on va commencer par ça, parce que mettons, en ce moment, on est un petit peu à capacité, mais je te dirais que en ayant, mettons, toutes les capacités, ben, c'est de travailler avec des promotions. Nous, de la manière qu'on fonctionne beaucoup, c'est avec des promotions qui sont pertinentes pour le client. Au lieu de vendre, ben écoutez, monsieur, là, vous êtes rendu à tant de kilomètres, ça serait peut-être bon de faire tel entretien qui
figurent même pas dans le manuel d'entretien du manufacturier qui deviennent, soit dit en passant, de plus en plus light, avec de moins en moins d'entretien à faire, surtout avec l'électrification. Ben, c'est justement d'offrir des packages où est-ce que le client va aller chercher de la valeur, ben dire, ben, écoutez, moi, je prépare votre véhicule pour le printemps, on fait justement un traitement esthétique, on va faire un traitement de préparation, inspection, s'assurer que tout est beau pour l'été, avant les vacances, donc ça, on parle de forfait tout à coup, hein? Comme l'achat d'auto, comme quantité, clic, comme sur Booking.com. On simplifie, au lieu de dire au client, ben OK, ça va être fais tes injecteurs en plus d'une job de frein en arrière, puis check-moi donc justement ton système d'échappement qui fait un drôle de bruit. On va justement y faire une petite inspection, voici le portrait, voici ce que ça donne. Après ça, on simplifie le tout. Fait que c'est-tu plus de aéro, moins de dollars par aéro ou moins de aéro, plus de dollars par aéro? C'est plus de aéro. Plus d'aéro. Je dirais que c'est ça qui va arriver. Puis après ça, ben, c'est de voir justement comment est-ce qu'on fait l'aéro à ce moment-là. On va aller maximiser chaque dollar, que ce soit en garantie ou en client aussi, là, parce qu'il ne faut pas négliger ça aussi. Il y a des clients qui ont accès à des choses en garantie qui ont le droit d'aller chercher. Fait que faut maximiser ça aussi. Si j'ai l'opportunité de dire à un client, écoutez, monsieur, madame, vous faites inspecter votre véhicule, vous êtes sur le bord d'expirer votre garantie, mais ça, c'est brisé. Vous aimeriez-vous le faire en ce moment? Ah, ben oui, c'est certain. Oui, quand c'est des questions de sécurité et de bonne conduite, on a le droit de le faire. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça aussi, l'approche honnête, l'approche ouverte aux clients, mettre le client au centre, leur donner les services qu'ils ont le droit. Moi, je me souviens, j'ai appris de quelques différents directeurs de services dans mon jeune âge, puis il y en avait un qui haïssait la garantie, puis je comprenais pas pourquoi. C'est de la business, tu te fais payer pour. C'est sa faute. C'est la faute de la pièce qui est brisée, c'est pas de ta faute à toi. Right? C'est pour ça ma question, parce que je pense que quand on veut trop charger à chaque visite, c'est parce qu'on a des carences à voir la prochaine visite. Fait que tu devrais pas vendre tout cette fois-ci, tu devrais vendre à chaque fois que le client vient, puis vouloir le garder à chaque fois, puis c'est un petit peu encore dans le fait que c'est ça qui booste la rétention de d'éviter d'être réactif, puis d'être, je veux pas dire proactif, mais juste d'être bienveillant dans l'approche, puis dire, ben, on s'assure que votre véhicule marche bien, que vous n'aurez pas de trouble dans le court, moyen, long terme. S'occuper du client. Puis il est pris en charge, parce que justement, un client normal, la plupart des gens connaissent plus ou moins la mécanique, ont déjà entendu parler d'un caliper et des freins, mais au-dehors de ça, tu sais... Non, mais t'as raison, absolument. C'est notre monde. Tu veux savoir que tu te fais bien traiter, que, bon, ben, on agit un peu en bon père de famille. C'est un peu ça l'objectif, tu sais. D'être bienveillant, c'est un... Écoute, c'est un mot-clé que je garde en tête. Je trouve ça vraiment on point, vraiment pertinent. Oui, puis c'est là que ça met le client au centre aussi. Tu sais, c'est que ton approche doit être que tu veux être bienveillant pour le client, tu veux t'occuper de lui, tu veux sa sécurité financière, sa sécurité physique, right? Puis c'est ça qui amène à des ventes aussi. Puis je veux pas parler de mon wheelhouse, là, mais c'est un petit peu le même qu'on vend quand on parle d'auto-alerte puis des communications qu'on peut avoir. C'est vraiment... L'approche est que tu vas être positif envers le client. Right? C'est pas « je veux te vendre plus cher par mois », c'est « hey, voici une belle situation pour toi, tu devrais en prendre avantage ». Puis c'est là que l'industrie doit aller justement pour changer la perception que les gens ont de l'industrie qui est « je me fais appeler 8 fois pendant la semaine pour rentrer le samedi pour acheter un auto puis me faire mettre dans un coin, sortir à 200$ de plus par mois sur 3% de taux d'intérêt de plus que ce que je voulais parce que j'ai pas mis de cash puis j'ai pas fait ci, j'ai pas... » C'est pas ça que le client veut, right? La dernière de mes 3, si je te dis coupe 10% de dépenses, tu coupes où en premier? Très bonne question. C'est difficile de couper, mais je te dirais que je couperais dans de l'affichage de marketplace. Okay. Je pense que on paye très très cher pour afficher nos véhicules en ligne. De plus en plus, on a l'opportunité de travailler puis d'être autonome là-dedans. Okay. Je pense qu'on a des moyens de moyenner avec des choses comme ça, puis de se donner le pouvoir de mettre de l'avant nos véhicules nous-mêmes. Puis plus ça va aller, plus on va avoir la capacité de faire ça. La capacité de le faire, effectivement. Effectivement, je pense que c'est vraiment ça. C'est d'essayer de donner le moins possible à des externes qui amènent une valeur, oui, mais qui parfois est peut-être mitigée. Puis c'est de s'assurer puis c'est ça. Puis c'est de s'assurer que les partenaires aussi, parce qu'il y a des partenaires qui nous amènent de la valeur, mais c'est de s'assurer qu'on choisit les bons partenaires pour nous amener le maximum de valeur dans nos transactions, puis que le prix qu'on paye pour ça est le plus juste possible. Moi, c'est surtout là où j'irais. Intéressant. Ah, c'est intéressant. Moi, je veux revenir sur le marketing. Ouais. On a parlé beaucoup des processus, on a parlé beaucoup de l'expérience client.
clients, de conserver notre clientèle. Évidemment, c'est là que le focus doit être. Cela dit, il faut aussi faire de la pub, il faut aussi faire du marketing. Et tu as un background d'agence, tu as travaillé sur des comptes nationaux, tu parlais de L'Oréal tantôt. Ça a dû être, peut-être pas un choc, tu le savais probablement déjà, mais le clash entre la façon dont on fait du marketing pour un L'Oréal de ce monde versus pour un concessionnaire unique en banlieue du Grand Montréal, c'est pas la même game, là. Fait que parle-moi un peu de tes constats puis de ce que devrait être, selon toi, le marketing d'un concessionnaire automobile dans son marché en 2023? Ben, je pense qu'on a des rôles puis on a des budgets qui sont différents. Puis je vais prendre, mettons, juste entre le rôle du manufacturier, notre rôle à nous en tant que concessionnaire. Le manufacturier, lui, c'est de mousser les véhicules, le fait que les gens aient de l'intérêt pour ces véhicules-là, globalement, de manière super générique. Fait que les autres, ça va être beaucoup plus du brand, un petit peu de promo au niveau de dire, ben justement, on a des bons taux, allez voir votre concessionnaire si ce véhicule-là vous intéresse. Fait que, il se crée une espèce de funnel dans ça, un entonnoir pour faire rentrer le client en concession. Après ça, nous autres, c'est de s'assurer qu'on a le bon prix, les bons véhicules pour les clients. Puis, je pense que c'est important pour nous comme concessionnaire, surtout en étant un single store, de faire un petit peu de marque, mais de marque concessionnaire. De s'assurer qu'on véhicule une image, en fait, que l'expérience qu'on fait vivre en concession. C'est Girard, l'expérience Girard. C'est ça, puis que l'expérience qu'on fait vivre en concession, que nos clients nous disent que c'est donc bien extraordinaire, que ça se transmet sur nos réseaux sociaux, que ça se transmet sur nos différents canaux de communication, que nos communications soient claires, transparentes, comme je parlais tantôt. Que ça soit pas une annonce d'une auto à vendre sur Facebook. Ben, tu sais, juste des autos à vendre et des livraisons. Tu sais, faut que ça soit d'autres choses. Encore là, tu sais, de l'organique, ça reste que c'est de l'organique. Mais mettons, on travaille, avec du payant, puis c'est là qu'on va faire des promotions qui, nous, on va sortir un petit peu de l'approche manufacturier. Ce ne sera pas nécessairement juste l'approche vente privée en fin de semaine. Ben voici, qu'est-ce qu'on fait comme promo ce mois-ci? Quel véhicule, en fonction de notre inventaire, est-ce qu'on met de l'avant? Parce qu'il faut jouer notre game à nous en bout de ligne aussi. Parce que tu es là pour vendre des autos. Puis je suis là pour vendre les autos que j'ai en stock, pas juste les autos qu'il faut que j'aille chercher chez un autre concessionnaire parce que j'ai pas chez nous. Effectivement. Fait que, je pense que c'est ça aussi un peu la clé des médias sociaux, du direct-to-consumer. Là. C'est l'axe sur le véhicule existant d'inventaire que tu peux montrer puis dire, regarde, là, si tu viens aujourd'hui, j'ai ça. Là, puis là, tu en attrapes. Mais j'ai une question pour toi. On va parler juste vite de médias sociaux parce que dans la question marketing, il y a t'as une agence que tu utilises pour faire du marketing qui est parce que tu as un background un peu, je pense, un peu plus différent de ce qu'on pourrait avoir normalement. Mais si moi, là, je suis monsieur tout le monde, là, puis que je suis sur Facebook, puis mettons j'ai liké la page de Girard parce que je connais Pierre ou parce que je connais toi ou parce que j'ai acheté là. Mais est-ce que je veux vraiment être ami Facebook avec mon concessionnaire puis voir, aujourd'hui, Élise a amené son chien au concessionnaire aujourd'hui avec elle, puis on est une belle entreprise. Puis... Ben, c'est de l'organique, il n'y a pas de valeur ajoutée tant que ça. Ça va être plus pour tes promoteurs. Mettons, si on parle juste en termes purs de NPS, là, tu vas parler de ceux qui sont à 9 ou 10 sur une échelle de 1 à 10 de te recommander à un ami ou quoi que ce soit. Ça va être beaucoup eux autres qui vont avoir de l'interaction après ça. Pour le restant, il faut que tu ailles en payant. C'est juste qu'il faut que tu montres que tu as une présence web, que tu es professionnel, parce que la personne qui s'en vient magasiner va aller voir, hey, Girard Automobile, c'est qui? Ça a l'air de quoi? C'est-tu broche à foin? Ça a-tu l'air professionnel? Ce qu'ils font, c'est quoi? La gestion des reviews. Ben, la gestion des reviews, tout ça, c'est quoi leur présence web? De quoi ça a l'air? Fait que c'est vraiment juste un outil. C'est comme un magasin en ligne où est-ce que tu dis, oh, ça c'est inspirant, j'ai confiance, c'est beau, je vois une belle façade, je vais rentrer. Fait que là, ils vont rentrer sur ton site, ils vont rentrer, ils vont prendre un rendez-vous en concession. C'est exactement ça. Ils n'ont même pas magasiné d'auto encore des fois. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste ça. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que souvent, on individualise les réseaux sociaux, ou est-ce qu'ils sont dans c'est un éco-centre, un éco-chamber que le client vit, ou est-ce qu'il y a plusieurs différentes sources qui vont l'influencer pour l'amener. Je pensais que tu disais éco-centre dans le sens des vidanges. Je trouvais ça un peu... c'est pas, je pense en anglais, mais c'est un écosystème, excusez, que le client fait partie, puis il est touché de plein de différentes manières qui l'amènent justement à ouvrir la porte de chez vous, faire ses recherches. Puis, tu sais, on le voit sur tous les niveaux, là, je veux dire, que ce soit que tu planifies un voyage, puis tu veux choisir les villes et les hôtels et les restaurants où aller, et tu regardes les photos, puis après ça, tu regardes les reviews, puis après ça, tu regardes le menu. Right? Fait que c'est un peu c'est un petit peu ça, c'est là que je voulais t'amener là-dessus, mais c'est un peu Qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu regardes, mettons, justement, un single store, quand tu t'amènes, toi, l'expérience que tu avais en publicité,
qu'est-ce que tu penses qui te met à part, qui est en train de t'individualiser? Parce que c'est sûr, là, juste les choses que tu décris, il y a une individualisation de ta part, une personnalisation de ce que tu amènes en gestion qui influence le côté marketing de ta concession. C'est quoi, tu penses, la plus grosse différence que tu es capable de mettre sur la table là-dessus? Ben, en ce moment, je dirais que c'est plus l'intégration de l'expérience au travers des canaux. Vraiment de s'assurer que le message qu'on va véhiculer sur Facebook, le message qu'on va véhiculer en publicité payante sur l'écosystème Google, qu'on va mettre sur notre site web, tout va se parler, tout va être traqué, tout va vraiment être intégré, puis on va avoir le même message partout, ou des messages qui sont complémentaires donc, pour que le client, ben, selon il est où dans son parcours utilisateur de magasinage, ben, il va dire « Ah, OK, là, je suis un peu intéressé. » Puis là, il va descendre dans l'entonnoir de manière intéressante, puis il ne se fera pas pousser la même pub 25 fois avec justement le même visuel un peu criard, un peu désagréable qui va faire comme ben là, OK, non, ça marche pas. Je suis tanné de les voir, je vais voir moins de ces publications sur Facebook. C'est fini. C'est d'avoir justement une séquence de messages qui fait du sens, puis notre écosystème qui est vraiment intégré avec ça. Mais tu sais que ça fait beaucoup de responsabilités parce que plus tu mets de contenu, plus tu t'exposes, plus tu as de chances de perdre un client, plus tu as de chances d'en acquérir, mais tu peux aussi en perdre, right? Si le client, il n'a même pas encore rentré chez vous, il n'a pas rencontré la concession d'employé, puis déjà, il est en train de te juger, right? Fait que c'est fou comment ça te s'en vient important, le profil web d'une concession. Puis après ça, on parle d'entonnoir pour l'amener. C'est exactement là que tu es allé, puis c'est vraiment là que ça s'en va, parce que c'est plus justement vendre une auto sur Facebook. Right? C'est ça, oui, au bout de la ligne, mais le client est rendu plus intelligent que ça. C'est ça. Mais si tu es confiant dans l'expérience que tu livres au client au bout de la ligne, ben tu n'as pas de gêne à t'exposer puis à te mettre... justement, à te mettre à nu sur les réseaux sociaux, façon de parler. C'est ce que les gens... c'est ce que les gens cherchent un peu. Approchez-vous l'aspect concession familiale dans votre marketing? Mettez-vous de l'avant? Je te dirais que c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant tant que ça non plus. Je te dirais que ça reste que il y a une base de clientèle qui le savent. Ça va faire 100 ans qu'on existe en 2026. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui se trament par rapport à ça aussi. On essaye de ne pas se scooper non plus puis de travailler un peu cette axe-là puis de se garder de la viande pour ça aussi. Parce que c'est sûr que si on met tout de l'avant maintenant, ben, c'est un peu l'épée dans l'autre. On va essayer vraiment de travailler plus en mode faire un happening avec tout ça aussi. Sauf que c'est ça. On le met quand même un peu de l'avant. Il y a des choses, on a toutes sortes de vieilles archives au garage justement qu'on met de l'avant sur les réseaux sociaux, comme les vieilles concessions des années 20 et des choses comme ça aussi. Il n'y en a pas beaucoup des concessions centenaires quand même. Non, il n'y en a pas beaucoup. Messieurs, le temps file. On va devoir conclure cet épisode. Si jamais on avait d'autres derniers petits points qu'on voulait aborder, ce serait le moment. Moi, j'ouvrirais une petite parenthèse fidèle à mon habitude, électrique. Oui. On a touché à l'électrification des transports un petit peu. Parle-moi de ton feeling là-dessus. Ton feeling? Mets-toi pas à chanter, JF. Le gars du char américain en moi va dire que je suis un peu mitigé. Okay. Je pense qu'il y a vraiment des choses extraordinaires à faire avec l'électrique. J'ai des doutes par rapport à ce que ça va amener d'un point de vue environnemental. Par rapport au fait que ça utilise des mines, c'est certain que c'est recyclable, mais l'exploitation minière est très, très, très nocive aussi pour la planète. Fait qu'est-ce qu'on va se rendre compte un petit peu trop tard que c'est peut-être pas la vraie solution d'avenir? Je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas le dire. Je sais qu'il y a toutes sortes de manufacturiers qui travaillent sur toutes sortes d'autres solutions en plus de de l'électrique. On va penser à l'hydrogène, du carburant carboneutre et autres, plus du côté de l'Europe. Je suis curieux de voir où est-ce que ça va s'en aller. Je regarde, on a vu les plans de notre manufacturier, justement comme je parlais tantôt, il y a quelques semaines. C'est l'électrique qui, en ce moment, est mais ils n'ont pas le choix de suivre aussi. Ils n'ont pas le choix de suivre. C'est là qu'on s'en va. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se développer en parallèle. C'est vraiment ça que j'ai. Puis je suis curieux aussi de voir à quel point ça va nous coûter des chats d'hydro collectivement. C'est ça. J'ai hâte de voir aussi la réaction des gens parce que c'est un sujet qui est très volatile présentement. J'ai l'impression, puis je fais des publications, même au niveau personnel, des fois dans mes réseaux, puis je vois qu'il n'y a pas de gens qui sont dans la zone grise tant que ça. Tu as des gens qui sont vraiment... Soit qu'ils croient ou ils croient pas. Pro-électrique à 100% et ceux qui n'ont pas encore fait le changement n'ont pas compris quelque chose. Et de l'autre côté, ben, tu as l'autre extrême aussi qui se peut. Fait que j'ai hâte de voir justement, surtout, mettons, dans votre clientèle à vous. On parle de quelqu'un qui s'achète un Challenger. Là.
Puis là, tu lui arrives avec on en parlait avant l'entrevue, le charger avec le bruit, Daytona, avec le bruit par haut-parleur. Oui, c'est ça. Ça va être intéressant de voir la réaction. Les gens qui achètent ce genre de produits-là, c'est des gens qui sont ultra émotionnels. Fait que je sais pas si l'électrique va venir combler ce besoin émotionnel-là qu'ils ont quand ils achètent ça. Ça va être curieux à voir. Je pense qu'on va avoir des développements certains. Puis là, on se parle aujourd'hui, lundi, de Pâques, retour des fameuses pannes électriques du verglas. Je suis curieux de voir si on va avoir bien des gens avec des électriques ou des hybrides qui vont venir nous voir ou revenir à gaz dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais c'est drôle parce que on parle de ça, puis tu sais, je pense que les 5-10 prochaines années vont être une convergence vers l'électrique, oui. Mais je pense qu'au cours des 5-10 prochaines années, il y a des technologies qui vont sortir qui vont obsoléter l'électrique, puis qui vont remplacer l'électrique parce que, comme tu dis, justement, c'est pas la solution verte, c'est la solution qui est perçue comme verte, mais le end result est moins vert quasiment qu'un automobile général qu'on est capable de recycler de façon beaucoup plus spécialisée. Right? Fait que, comme dans n'importe quoi, il y a deux côtés d'une médaille. Nous autres, ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde d'automobile, c'est les 5-10 prochaines années. Le côté électrique de ta marque, c'est intéressant parce que l'autre jour, j'étais dans le trafic, j'étais arrivé à côté d'un beau Jeep, puis moi, j'étais un gars de Jeep, j'en ai eu un quand j'étais jeune. J'étais la première auto que j'ai eu le droit de choisir en concession. C'est quand mon père, je suis devenu directeur de service, mon père m'a laissé choisir un auto, puis j'ai choisi un Jeep TJ. J'étais le gars le plus fier au monde. Quand tu arrives à côté d'un Jeep, puis tu le vois, le 4xe, puis c'est un Jeep électrique, right, qui se promène. Le marketing est incroyable, là. Fait que t'as comme la marque qui n'est pas supposée de l'être, qu'il devient. Ce que ça devient, là, au bout de la ligne, c'est juste que tu vas... Il essaie de perdre le moins de clients possible. Donc, si tu as quelqu'un qui est au gaz, qui veut un gaz, bien, il s'achète un Jeep au gaz. Si tu as quelqu'un qui veut un hybride, tu y vas un hybride. Si tu as quelqu'un qui veut un auto électrique, tu y vas un auto électrique. Même si cet auto-là, c'est pas une Tesla, ça peut être un Jeep aujourd'hui. Right? C'est un peu là que ça s'en va, je pense, ces 5-10 prochaines années. Fait que, comment tu perçois ton manufacturier envers ça? Parce que, juste pour finir là-dessus, vous avez une des marques les plus suivies en ce moment, les plus successful, qui est Jeep pour l'automobile. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Déjà que c'était comme mythique. Là, c'est comme, c'est devenu commun, mythique, c'est incroyable. C'est quasiment, tu sais, dans le temps, on se disait tout à l'eau quand on se croisait, là, c'est quasiment amplifié par 10. Où tu penses que ton manufacturier va pouvoir peut-être finalement performer peut-être dans cet écosystème-là? Là, je pense que ça va être d'offrir des options qui correspondent. Je trouve qu'en ce moment, les véhicules électriques, très souvent, c'est un peu sans saveur ou c'est très... Ils sont tous un petit peu dans le même créneau. Ils ont à peu près tous le même format, crossover, ils ont tous le même look. Tout le monde sait que ça va vite, tout le monde sait que tu as des accélérations en fou. Mais c'est très générique, très commun. On va prendre les Tesla. Tu me dirais qu'elle a le Extreme Autopilot ou que c'est la Tesla de base. C'est la même chose. Le commun des mortels ne fera peut-être pas la différence là-dedans. Ou le look Prius qui est un look. Je pense que notre manufacturier va bien faire aller chercher l'émotion des gens dans ce créneau-là d'électrique en offrant chose qu'ils ont très bien compris avec Jeep. On parle du Charger Daytona, c'est ça. Les gens qui se disent j'ai une conscience écologique ou je veux faire la migration à l'électrique pour peu importe les raisons qui les intéressent, mais j'ai un petit côté... J'aime le look de l'auto. J'aime le look de l'auto. Je pense qu'ils vont être capables d'aller chercher ça là-dessus. Ou même les plus récalcitrants avec le bruit d'exhaust, ça va peut-être aller en chercher quelques-uns qui auraient commandé un démon 170 pour s'en aller là. C'est drôle parce que tantôt, tu parlais il va y avoir il y a eu beaucoup d'options qui ont été offertes aux consommateurs, puis il va y avoir un cutback. Ils vont ramener un peu ou baisser le nombre d'options qu'un client peut avoir pour commander des véhicules. C'est sûr que le juste milieu va se découvrir à un moment donné. Quand il y en a trop, c'est pas mieux que quand il n'y en a pas assez. Mais penses-tu que l'industrie s'en va vers ça? Parce que, ultimement, on est en transition d'acheter une auto en concession toujours. On le voit, là, les gens veulent venir en concession, veulent s'asseoir dedans, veulent l'essayer. Mais de l'autre côté, je veux peut-être être capable, comme, tu sais, dans le temps, je travaillais pour un concessionnaire Audi, Porsche, Volkswagen, puis le monsieur avait commandé sa Porsche, je sais pas quoi, là, mais il avait choisi le stitching, il avait choisi le cuir, il avait choisi le tapis, il avait choisi le pommeau, il avait choisi le steering. Et, tu veux pas aller jusque-là, mais je pense que les gens aussi cherchent ça à un certain point. Je pense que c'est cyclique. C'est comme dans tout dans l'automobile. C'est tout le temps des vagues qu'on vit, puis on se dit, justement, on va y aller pour un peu plus de simplification, puis à un moment donné, quand on va avoir atteint un certain plateau de simplification, puis que les lignes de production vont être capables d'en absorber plus, là, on va repartir en diversification. Je pense que... Donc, penses-tu que la simplification en ce moment, c'est à cause des problèmes qu'ils ont vécu les dernières années? Absolument. Okay. C'est certain. Quand on commande des véhicules en ce moment, on prend des packages
rapide pour être capable de produire. Notre manufacturier a été le moins affecté pendant la COVID. On avait quand même du pick-up, mettons, si on se compare avec Ford et GM. T'avais au moins des camions. Peut-être qu'il n'y avait pas de toit ouvrant électrique. C'est ça. Mais t'avais un camion au moins. C'est ça. Il y a eu une simplification des packages, une simplification des options qui nous a permis d'être plus réactifs en fonction des défis d'approvisionnement qu'on vit collectivement à tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait être toute une autre émission en tant que tel? Messieurs, pour terminer, la question qui tue dans ton... pour reprendre un concept qui n'est pas le nôtre. Dans ton alignement de modèles complet présentement, tu prends lequel et pourquoi? En ce moment, je prendrais un Challenger Démon 170 parce que c'est complètement fou. Mais donc, plus pragmatiquement, je suis un gars de Grand Cherokee. J'adore le confort de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui a fait ses preuves, qui se détaille avec beaucoup de luxe, beaucoup de finition. Puis, je pense qu'on n'a pas à être gêné de compétitionner avec des BMW de ce monde, des Audi de ce monde. Je pense que c'est un très beau VUS. Excellent. Guillaume Girard, directeur général chez Girard Chrysler, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été une super discussion. Je pense que les gens vont bien apprécier les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Fait que bon succès dans tes nouvelles fonctions de direction générale. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été très agréable. Puis bon succès pour la suite du podcast, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci Bertrand.